chers amis, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence internationale organisée sur la problématique du vol des bébés au Cameroun. C'est un problème chronique qui a pratiquement existé depuis longtemps dans l'impunité totale, mais grâce à l'affaire, au courage de certains à l'affaire Vanessa, c'est sorti, l'affaire a gagné une certaine visibilité internationale, mais malgré toutes les doutes qui se passent sur le terrain, chacun constate en fait ce qui se passe au niveau de la réaction réservée par la justice et le pouvoir au Cameroun. Il y a affaire et nous sommes ici à cette conférence, donc comme, excusez-moi, c'est l'affaire, c'est le mes doigts, je recommence. Alors pourquoi tu ne m'avais pas encore installé ça? Voilà, donc je m'excuse pour le retard, ça c'est classique. Malheureusement, je ne voulais pas le faire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence internationale sur la problématique du vol des bébés au Cameroun. La conférence est co-organisée par le Comicodi qui est au Cameroun, dont nous avons un représentant ici qui va présenter l'organisme et qui va présenter l'organisme et puis faire un exposé. Le CEBA, qui est le Cercle belgo-africain pour la protection des droits humains, dont le président est la Elie Kaji. Et puis l'ACPDH, l'Association citoyenne pour la protection des droits humains, dont nous avons l'écrivain Bertrand Taïou, qui est présent ici, qui va aussi faire un exposé, qui est venu du Mexique, donc de très loin. Et je vais passer rapidement donc la parole aux différents intervenants. Je vous signale qu'à 16h, nous ferons une interruption pour pouvoir, parce qu'il y a certains de nos conférenciers qui vont malheureusement devoir partir. Donc, on va faire une petite interruption pour continuer. À la fin de la conférence, nous avons un petit, dans l'autre salle, ici, donc on peut prendre un verre ensemble avec vous. Et donc, c'est quand ils auront tous exposé ce qu'ils ont à nous dire, il y aura la phase de questions-réponses. Donc, pour ne pas traîner, je passe la parole d'abord à Mme Marie Arena, que nous avons l'honneur d'avoir ici, qui est sénatrice belge. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Je dois dire que quand on m'a abordé pour venir cet après-midi, j'ai tout de suite été intéressée par la thématique parce que, voilà, au niveau du Sénat, je suis au Sénat belge, vice-présidente de la Commission Relations extérieures au Sénat, et on travaille tout particulièrement, au niveau de cette Commission des Relations extérieures, on travaille tout particulièrement sur la coopération au développement. Dans la coopération au développement, une attention toute particulière est donnée sur l'Afrique subsaharienne. Et dans ces projets de coopération au développement, nous travaillons beaucoup sur les objectifs du millénaire, les 8 objectifs du millénaire. Et quand on parle de ces objectifs du millénaire, on se rend compte que la question de l'enfant, de l'enfance, de la lutte contre la pauvreté sont toujours des points essentiels de ces objectifs du millénaire. L'enfant est aussi la femme, la mère de l'enfant, qui sont vraiment des points essentiels de ces objectifs du millénaire. Alors les objectifs du millénaire, vous savez que ce sont des objectifs qui ont été donnés à l'horizon 2015. Il y a des évaluations qui sont faites à mi-parcours et qui peuvent montrer un certain nombre d'évolutions positives par rapport à ces objectifs. Mais les statistiques cachent souvent des réalités. Et quand on va vers les populations les plus vulnérables, eh bien, on se rend compte que les avancées n'ont pas lieu en tant que telles. Et je dirais même que du contraire, plus on a affaire aux populations vulnérables, plus il y a du recul par rapport aux objectifs que l'on s'était donnés au niveau des objectifs du millénaire. Et donc il est important, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui au Sénat, de voir les évaluations des objectifs du millénaire à l'horizon 2015, mais aussi de se poser la question de ce qui va se passer après 2015 par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans ces objectifs et comment est-ce qu'on peut aller au plus près des populations les plus vulnérables. Alors, dans les thèmes qui sont abordés, ça va faire le lien avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir les enfants volés ou le trafic d'enfants en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Mais on aborde des thématiques qui peuvent sembler lointaines de ces réalités,
mais qui en fait, quand on y travaille, ne sont pas lointaines de ces réalités. Quand on aborde la question du processus démocratique, mais quand on est dans un état de droit, un état qui établit un certain nombre de justice, eh bien cette question du trafic d'enfants est gérée, est discutée, est, je dirais, sanctionnée à un moment donné, et ce qui ne peut ne pas être le cas dans certains pays où les processus démocratiques sont plus fragiles, voire inexistants. Quand on parle des droits de l'homme, a fortiori, on y intègre la question des droits de l'enfant. Quand on parle du rôle de la société civile, eh bien c'est aussi quelque chose de très important par rapport à l'évolution sur les droits de l'enfant. Quand on parle de la santé de la population, quand on parle de la lutte contre la pauvreté, eh bien toutes ces thématiques, quelque part, viennent mettre l'accent sur la vulnérabilité des populations et donc le fait qu'on puisse être dans des situations plus, je dirais, plus réceptives à certains trafics, dont la question du trafic d'enfants. Alors, en ce qui concerne le cas bien particulier du Cameroun, moi, on m'a relaté un certain nombre d'études, dont une étude qui a été faite à Yaoundé en 2011 et qui montre que sur la seule année 2011, 94 enfants avaient été enlevés dans des environnements hospitaliers qui pouvaient laisser entendre que ces environnements étaient des environnements sécures, mais laisse penser que cette question du trafic d'enfants est une question importante aujourd'hui par rapport à la réalité du Cameroun. Vers où ces trafics vont, cette étude laisse aussi apparaître différentes filières, des filières d'adoption, qui on pourrait dire c'est dans le moins mauvais des cas, des filières d'exploitation, quelles que soient les exploitations, qui peuvent être les exploitations d'esclavage ou au travail, des exploitations armées, des exploitations sexuelles, tout type d'exploitation des enfants, et donc ces filières sont également présentes. Des filières liées à des pratiques occultes, et plus particulièrement la sorcellerie, sont également des filières qui sont des filières identifiées, et donc il y a vraiment là question à se poser, parce qu'il s'agit de choses qui peuvent se passer sur le territoire, bien entendu camerounais, mais qui peuvent aussi alimenter des réseaux internationaux. Et donc là est notre travail en tant que responsable politique en Belgique, bien entendu, pour sensibiliser à cette question, mais aussi dans les relations que nous avons avec les différents pays, et ce pays en particulier, pour mettre en lumière la question de ce trafic. Alors, quand il s'agit de l'enfant, et malheureusement l'actualité en Belgique nous montre que l'horreur est toujours possible, et quand on voit l'infanticide qui a eu lieu il y a à peine quelques jours en Belgique, c'est quelque chose qui nous bouleverse, dans notre réalité d'humain, mais qui nous bouleverse aussi en tant que société. Et il est important que les sociétés puissent s'interroger sur les raisons du mal pour pouvoir y apporter les solutions. Et donc il est important qu'une société comme la société camerounaise, comme la société africaine, s'interroge sur la raison du mal qui est fait à ces enfants pour pouvoir y apporter un certain nombre de solutions. Vous savez, quand en Belgique il y a eu l'affaire Julie Mélissa, le cas du trou, eh bien il y a eu une vraie réflexion sur les incohérences au niveau de la justice, les incohérences au niveau de la police. Il y a eu des réformes, bonnes ou moins bonnes, qui ont été apportées, mais en tout cas, il y a eu un tel choc dans la société que toutes les institutions se sont mises en marche pour dire « nous ne voulons plus que ces situations puissent arriver ». On est, comme je le disais tout à l'heure, jamais à l'abri de l'horreur et de la folie humaine, mais si des choses apparaissent de manière plus systématique, plus ancrée dans une société, eh bien, notre devoir en tant que société civile, en tant que responsable politique, en tant que citoyen, est de pouvoir apporter la réflexion avant et, bien entendu, les pistes d'action. Et
Et donc moi, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de participer avec vous à cette réflexion, de porter avec vous un certain nombre de pistes de solutions qui pourraient être des pistes de solutions à la réalité spécifique du Cameroun, mais de manière générale à la réalité des enfants que nous pouvons avoir au travers le monde et des difficultés qui sont vécues par ces enfants. Et je terminerai enfin, en tant que politique, je m'engage à le faire, mais aussi en tant que mère, je trouve que c'est aussi d'une responsabilité de mère que de pouvoir protéger l'enfant que nous mettons au monde. Et l'enfant que nous mettons au monde, c'est le nôtre, mais c'est aussi l'enfant de tous. Et donc nous avons aussi ce devoir de protéger ces enfants. Et donc merci pour la réflexion qui va être menée aujourd'hui. Merci pour les pistes que nous pourrons dégager. Et en tout cas, sachez que vous pourrez compter sur moi pour pouvoir les suivre et les porter au niveau du Sénat belge et de manière plus générale sur les scènes internationales dans lesquelles j'aurai le droit d'intervenir. Merci. Merci, Arena. Je vais passer la parole à Maître Alexis Dewa. Vous n'êtes pas un inconnu pour nous parce que vous êtes engagé dans plusieurs causes, par exemple la lutte contre l'impunité. Donc, vous pouvez achever votre propre présentation et puis faire votre présentation. Merci beaucoup, merci à tous. Quand les organisateurs sont venus me trouver, organisateurs que je connais depuis longtemps, depuis, j'ai envie de dire, plus de 10 ans, je crois, pour certains, dont certains avaient dû fuir le Cameroun et demander l'asile en Belgique, et donc certains des amis présents aujourd'hui, je les assistais depuis longtemps comme avocats dans les combats, dans leurs combats, combats pour la démocratie dans leur pays, au Cameroun. Et aujourd'hui, ils sont venus me trouver dans mes nouvelles qualités de président de la Ligue des droits de l'homme pour intervenir aujourd'hui dans cette situation qui touche au plein cœur le Cameroun, pays que je connais un peu, même si je n'ai jamais été. J'espère, j'ai toujours dit à mes amis camerounais, le jour où il y a un changement de pouvoir en place, je viendrai, je répondrai à votre invitation. Et j'espère que ce jour sera là bientôt. On est là. On s'éloigne de l'objet du jour. Et c'est bien de mettre un peu de légèreté quand on a, même si c'est aussi un sujet évidemment très très lourd et très très dur, mais le sujet d'aujourd'hui, le trafic des nouveau-nés, nous touche tous. Et Madame la sénatrice Arena a raison en disant qu'on est également touché en tant que parents. Quand j'expliquais à mes enfants, parce que quand on est père de famille, on doit parfois un peu justifier quand on s'absente le week-end parce que les enfants attendent qu'on soit présent avec eux. Et quand j'expliquais le thème de la conférence aujourd'hui, ça a suscité chez eux beaucoup de questions. Et c'était une discussion intéressante que j'ai eue ce matin avec mes enfants. Et donc ça nous touche vraiment personnellement aussi le sujet de ces trafics de nouveau-nés. C'est évidemment un crime horrible qui touche la personne fragile. Parce que c'est toujours les fragiles qui sont victimes. Ces crimes de vol d'enfants sont probablement aussi anciens que l'humanité. Et ce sont toujours les faibles qui sont victimes par les abus des puissants. Et ces crimes horribles, il faut évidemment tout faire pour qu'ils puissent cesser et voir comment on peut d'abord faire le constat dans quel contexte ces crimes ont lieu. Et pour ça, je me suis permis de faire une petite réflexion, et ce sera la première partie de mon exposé, dans l'histoire pas ancienne, mais l'histoire récente, dans quel pays on a été confronté à cette problématique de trafic d'enfants et de vol de nouveau-nés. Et finalement, et c'est le deuxième point que je veux développer, ce constat de voir que c'est souvent dans des pays totalitaires, des dictatures. Et alors, je terminerai par des pistes de lutte pour lutter contre cette impunité, thème qui m'est cher évidemment en tant qu'avocat et comme président de la Ligue des droits de l'homme. Pour faire avancer les droits fondamentaux, on doit pouvoir mettre fin à ce cycle infernal de l'impunité avant tout. Alors, dans l'histoire, quand on parle d'enfants volés, ici dans le monde occidental, un des premiers exemples qui nous vient, c'est l'exemple de l'Argentine. En Argentine, la dictature en Argentine de 76 à 83, pendant ces années-là, il y avait un trafic d'enfants avec des jeunes mères qui étaient enlevées et enfermées en prison, la prison d'Esma.
et où elles devaient accoucher, souvent cagoulées parce qu'on ne voulait pas qu'elles puissent voir le visage de leur enfant, de leur bébé nouveau-né. Et après, on les jetait à la mer directement des avions dont on ouvrait les soutes au large des côtes d'Argentine. Il y a plus de 500 cas qui ont été relevés durant ces quelques années de la dictature, et à ce jour, 102 enfants ont été identifiés. Donc, il reste plus de 400 cas non identifiés d'enfants volés. L'Espagne aussi est un pays sinistrement connu pour cette problématique d'enfants volés. Ça a commencé avec Franco, et on parle en Espagne de plus de 300 000 enfants qui sont venus alimenter les circuits d'adoption, donc des adoptions douteuses, comme ils disent, ou carrément des vols d'enfants. Dans les spécialistes concernant l'adoption, et souvent quand un enfant sait qu'il est adopté, quand il arrive à l'adolescence ou à l'âge adulte, il a envie de remonter aux sources et rencontrer ses parents biologiques, même si voilà, l'adoption est une réalité avec de belles choses et parfois des choses plus difficiles. Et un spécialiste de l'adoption a observé que dans le cadre de ces recherches menées légitimement par les enfants devenus adultes pour retrouver leurs parents biologiques, dans 10 à 15% des cas, il se rendait compte que les papiers de l'adoption étaient soit trafiqués, falsifiés ou incomplets, pour éviter justement qu'on puisse remonter aux parents biologiques, et probablement que c'était ces cas-là de vol d'enfants et finalement d'adoption truquée. Et alors il y a en Espagne des cas terribles, il y a une clinique notamment à Madrid, la clinique de Saint-Ramon, où ils se sont finalement aperçus que cette clinique avait un taux de mortalité vraiment plus élevé que d'autres cliniques de d'autres maternités. Ils avaient relevé par exemple pour un mois, et on parle là de l'histoire récente, les années 80, pour nous c'était comme si c'était avant-hier, en un mois sur 100 naissances, il y avait 37 décès. Alors qu'on est en Espagne, les années 80, avec, on n'est pas dans une maternité sans moyens médicaux, et donc visiblement, et les causes des décès indiquées, les rapports, le registre de l'hôpital, il y a un enfant qui était décédé d'une otite, comme si un bébé, un nouveau-né pouvait décéder d'une otite. Et cet hôpital avait même mis un système en place de bébés congelés. Ils en avaient un congelé, et quand la maman voulait voir une dernière fois son bébé avant de... parce qu'on lui annonce, voilà, il s'est brisé le cou en naissant, il est mort, etc. Mais je veux absolument le voir. Si elle insistait beaucoup, on allait chercher le bébé dans le congélateur, et le bébé qu'ils ont utilisé plusieurs fois pour consoler, entre guillemets, pour que les parents puissent voir une dernière fois, soi-disant, leur bébé. Donc, des pratiques très ingénieuses, horribles, d'un cynisme froid, et c'est toujours les ingrédients qu'on retrouve dans ces cas-là. Et on voit dans l'histoire de l'Espagne, donc la période qui s'étend de 1940 à 1990, ça s'est arrêté qu'en 1990, 300 000 enfants, ce qui a commencé comme une entreprise idéologique dans le cadre de cette dictature sous Franco, parce qu'il fallait enlever les bébés des mères républicaines qui étaient des opposants et les purifier de leurs gènes marxistes. C'était ça l'objectif idéologique au départ, et finalement l'objectif idéologique se mue en objectif criminel pur et simple, parce que, et on y reviendra pour l'histoire, le cas du Cameroun, ce trafic d'enfants et ce vol de bébés génère évidemment des grosses sommes d'argent, des bébés qui sont vendus comme ça, des couples qui ne savent pas avoir d'enfants et qui évidemment, quand ils adoptent, veulent un bébé le plus jeune possible pour faire comme si c'était leur bébé. Et on voit même donc en Espagne, il y a des témoignages qui disent que le système était tellement bien organisé que la maman candidate à l'adoption simulait une grossesse, allait à l'hôpital où le médecin lui fournissait au stade différent de la soi-disant grossesse des prothèses évolutives pour montrer qu'elle était enceinte, et ainsi elle allait alors à la maternité faussement accoucher, enlever sa prothèse, et elle ressortait une semaine plus tard avec un bébé volé. Donc là c'est quand les parents adoptifs sont au courant de la pratique, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer que le jeu macabre qu'ils sont en train de jouer. Mais il y a aussi tous les autres cas où finalement des parents sont sur des listes d'attente d'adoption, payent parfois des grosses sommes d'argent pour frais administratifs et ne se rendent pas compte des drames humains qui se jouent de l'autre côté avec les familles biologiques dont on a volé l'enfant. Et
vraiment ce constat que ce qui part souvent dans le cadre d'un objectif idéologique se mue en objectif criminel, parce que dès qu'il y a beaucoup d'argent qui est lié, forcément les mafias criminelles, les mafias, le crime organisé s'en mêlent. Et alors, et j'en terminerai pour l'Espagne, mais le rôle de l'Église catholique, hein, il ne faut pas se voiler la face, ces hôpitaux, c'est souvent avec des religieux, des bonnes sœurs qui sont des rouages essentiels. Dans le pire des cas, l'Église catholique qui ferme les yeux, on l'a vu dans d'autres domaines, les abus sexuels au sein de l'Église, mais ici aussi avec des religieux impliqués dans ces trafics d'enfants. Il y a eu un cas au Maroc notamment avec un Melilla, l'enclave espagnole au Maroc, où une maternité, depuis 1970, on parle de 25 000 enfants qui auraient pu disparaître, et avec à la tête de ce réseau une bonne sœur religieuse d'origine espagnole, décidément. Je ne vais pas faire le tour du monde, mais je vais quand même faire encore un petit détour par la Chine. On sait qu'en Chine, la politique de l'enfant unique a comme conséquence dommageable, c'est que quand il y a un deuxième enfant qui naît, souvent les autorités sont impliquées dans des enlèvements ou des confiscations des enfants, de l'enfant excédentaire qui vient nourrir des filières d'adoption vers l'Occident. Hein, on sait que, par exemple en Belgique, si on veut adopter un enfant, souvent ce sera un enfant chinois parce qu'il y a beaucoup d'orphelins ou d'enfants abandonnés en Chine comme conséquence de la politique de l'enfant unique. Visiblement, ces adoptions ne sont pas toujours dans le respect des parents, des droits fondamentaux, des parents biologiques et de l'enfant, malheureusement. Je pense que cette introduction historique et les différents pays nous montrent, parce que les pays que j'ai cités, c'était chaque fois des régimes totalitaires, des dictatures. Et donc je pense qu'on peut faire un lien en disant que le vol d'enfants, le trafic de nouveau-nés, c'est finalement un dommage collatéral terrible, mais d'un régime totalitaire, d'une dictature. Parce que quand on sait ce que fait un pouvoir totalitaire avec ses opposants, l'emprisonnement arbitraire, de la torture, finalement enlever un nouveau-né à sa maman, lui confisquer son bébé, c'est de la torture, c'est un traitement inhumain, c'est l'atteindre dans la chair de sa chair, sa propre chair, et finalement ça fait partie de l'arsenal des mesures horribles qu'une dictature, qu'un dictateur n'hésitera pas à infliger à ses opposants. Et donc, je le disais, crime idéologique, souvent, et crime mafieux, criminalité organisée, des mafias qui s'emparent de tout ce qui rapporte beaucoup d'argent, hein, on le sait, il y a cet exemple-ci, il y a le trafic d'organes, la traite des êtres humains, le nombre de femmes africaines qui se retrouvent avec des fausses promesses de travail en Europe, en Belgique, et qui se retrouvent dans les milieux de la prostitution, exploitées dans la prostitution en Belgique, que ce soit même à Bruxelles, à Anvers, dans les quartiers chauds, tous ces trafics-là, c'est aux mains de mafias. Et finalement, dans des pays qui sont des dictatures, ce sont souvent des mafias politiques qui sont à la tête de ces pays, et je pense que malheureusement, un pays comme le Cameroun fait partie de ces pays-là. Et donc, c'est un constat, et je pense qu'un pays démocratique qui a le souci de défendre ses citoyens et les droits de ses citoyens veillera à ce que ce genre de trafic-là n'existe pas. Et donc, si le pouvoir en place au Cameroun veut montrer qu'il est capable de faire des progrès sur la voie de la démocratie et le respect de ses citoyens, c'est une des problématiques qu'ils doivent prendre à bras le corps pour faire en sorte que ça cesse, qu'il mette fin à l'impunité, parce que sinon, c'est qu'il y trouve son compte, qu'il y trouve un avantage financier ou autre, et les masques, à ce moment-là, on voit que finalement, le bien du peuple, le bien des citoyens, c'est le cadet de ses soucis au pouvoir en place, et qu'il cautionne finalement par son inaction les crimes les plus horribles, et c'est ça finalement l'impunité. Alors, comment faire pour lutter contre ces crimes? Vous l'aurez compris, c'est toute la difficulté de briser l'impunité de fait
qui est installé dans un pays comme le Cameroun. Je pense qu'une initiative comme celle-ci, une conférence internationale, même si c'est pas facile, c'est un thème difficile, c'est difficile de le mobiliser. On est évidemment tous sensibilisés par cette histoire terrible, Vanessa, qui incarne finalement ce qui peut paraître un peu abstrait quand on parle de trafic de nouveau-nés, quand on peut mettre un visage, une histoire sur la problématique d'ensemble, ça nous touche davantage, ça nous touche au cœur de se dire le calvaire que cette femme a eu, le courage qu'elle a eu, le fait qu'elle n'a pas voulu quitter l'hôpital pendant tous ces longs mois, et puis qu'elle a été jetée en dehors de cet hôpital en pleine nuit comme une malpropre, alors que sa revendication n'était que légitime, c'est de dire je sortirai de la maternité qu'avec mon bébé. Pourquoi? Parce que partout sur Terre, quand on sort de la maternité, on a envie de sortir avec son bébé, évidemment. Alors, une conférence comme celle-ci, pour dénoncer, il ne faut pas sous-estimer le poids de dénoncer une injustice. Et les militants des droits de l'homme, partout dans le monde, quand ils sont confrontés à une injustice, à une violation de leurs droits fondamentaux, il faut commencer par la dénoncer. Et vraiment, il y a une force non négligeable dans la dénonciation. Et cette conférence-ci s'inscrit dans cette étape. Vous l'avez dit dans la présentation, c'est un premier pas. C'est le début d'un combat. Combat qui a été initié par Vanessa toute seule et qui est repris par la société civile dans son ensemble. Et vraiment, il faut continuer cette voie de la dénonciation. Il faut arriver au point où le bruit qui est fait par vous tous, par nous tous, autant au niveau camerounais qu'au niveau de la communauté internationale, que ce bruit devienne assourdissant et les force finalement à arrêter ce crime continu de trafic d'enfants. Et alors, c'est la question des poursuites. Et la question des poursuites, c'est une question très difficile, parce que ça pose comme question c'est toute la problématique d'une justice indépendante. Et là, on sait que, en particulier en Afrique, il y a un problème avec la justice indépendante. La justice n'est pas indépendante du pouvoir en place. Et c'est un des éléments essentiels d'une démocratie, c'est de pouvoir avoir une justice qui est indépendante du pouvoir exécutif et législatif. C'est le pouvoir judiciaire qui doit pouvoir travailler en toute indépendance, qui peut justement sanctionner quand des crimes sont commis, qui est un contre-pouvoir évidemment. Tout le monde doit rendre des comptes devant la justice, du plus faible au plus haut, et malheureusement, dans des pays totalitaires, la justice, elle ne vise que les plus faibles et elle ne touche pas les puissants. Et finalement, la justice et l'indépendance de la justice, elle devrait venir des magistrats eux-mêmes, qui doivent être fiers d'être magistrats et revendiquer cette indépendance. Et dans un pays comme le Cameroun, tant que les magistrats ne revendiquent pas eux-mêmes leur indépendance vis-à-vis du pouvoir en place, ils devraient être fiers de cette indépendance, et ça demande du courage. Et ils n'y arriveront que en groupe. Ce n'est pas un juge, 2 juges, 10 juges dans leur coin qui vont se lever pour l'indépendance de la magistrature, mais c'est la magistrature en tant que telle qui doit finalement se saisir de ce principe de base et le revendiquer et faire preuve d'indépendance. Et c'est dans des dossiers comme ceux-là, le trafic de nouveau-nés, où on sait bien que ce sont des enfants qui sont arrachés à des mamans fragiles, pauvres, dont on croit qu'elles ne pourront pas se défendre et qu'elles ne pourront pas agir en justice, et que ces enfants viennent pour être donnés dans des familles puissantes, probablement, du monde économique, du monde, on parle même de certains originaires du monde de la magistrature même, ou du monde politique, qui justement jouissent de cette impunité. Et c'est là vraiment qu'il faut que des poursuites puissent se mettre en place devant les juridictions camerounaises, et peut-être que, et là le rôle de la société civile est extrêmement important, que la pression de la rue va forcer des enquêtes à avoir lieu. Et à un moment donné, il faut arriver à un point de basculement où une enquête par-ci, une enquête par-là, une plainte par-ci, une autre plainte par-là, va pouvoir renverser la tendance et montrer aux puissants qui bénéficient de ce trafic d'enfants que c'est peut-être pas une bonne idée de poursuivre et de faire chuter la demande, parce que malheureusement en matière de crime c'est toujours comme ça.
c'est une question d'offre et de demande. Quand il y a une demande, les régimes mafieux et les organisations mafieuses s'arrangent toujours pour pouvoir répondre à cette demande avec une offre conséquente. Et finalement, cette lutte contre l'impunité, elle rejoint, et je terminerai par là, avec ma casquette de président de la Ligue des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme. Et vous êtes aujourd'hui, et pour beaucoup d'entre vous depuis longtemps, des défenseurs des droits de l'homme. Et on sait que les défenseurs des droits de l'homme, partout dans le monde, eh bien, on n'est pas sur pied d'égalité. Quand on est défenseur des droits de l'homme en Belgique, c'est facile, c'est confortable. Moi, je ne cours aucun risque. Je vis dans une démocratie. Je peux dénoncer, je peux je peux l'ouvrir pour dire ça ne va pas. On peut réagir face au monde politique, face au monde judiciaire. La société civile est libre, on ne risque pas l'emprisonnement. On sait bien que les défenseurs des droits de l'homme dans un pays comme le Cameroun, eh bien, ils risquent beaucoup. Ils risquent leur sécurité, ils risquent leur liberté et ils risquent même leur vie. Et les défenseurs des droits de l'homme, il y en a beaucoup qui le payent de leur liberté, ils sont emprisonnés ou même de leur vie. Hein. Différents pays, je connais très bien le cas de M. Chebeya au Congo ou de Ernest Manirumba au Burundi, où finalement c'est des militants des droits de l'homme qui l'ont payé de leur vie et où le pouvoir est clairement impliqué et où il y a une impunité. Et finalement, pour les défenseurs des droits de l'homme, on arrivera à instaurer et à atteindre, de mettre fin à cette impunité quand les dictatures se rendront compte, et c'est vraiment par là que je veux terminer, qu'il leur en coûtera plus cher de porter atteinte aux défenseurs des droits de l'homme plutôt que de le laisser faire son travail. Que finalement, en le laissant faire son travail, où il dénonce des violations des droits de l'homme, où il dénonce de la corruption, mais finalement, ça porte, s'ils s'en prennent à la personne, au messager, finalement, hein, plutôt que, souvent, c'est le propre des dictatures, on s'attaque au messager plutôt qu'au message qu'il porte, on essaye d'éliminer le messager en disant comme ça le problème est réglé. Eh bien, il faut que les dictateurs se rendent compte qu'en touchant au messager, ils auront encore plus de problèmes que quand le messager dénonçait les pratiques inacceptables. Et c'est là qu'on arrivera à renverser cette tendance et que finalement les défenseurs des droits de l'homme, par la reconnaissance qu'ils ont, par la médiatisation, il faut pouvoir les rendre intouchables pour leur permettre de continuer leur travail, de dénoncer des crimes comme ceux-ci, le trafic des nouveau-nés au Cameroun, pour mettre fin à cette impunité et faire en sorte que, pour l'avenir, ça ne se produise plus jamais, et si possible, que dans des cas comme celui de Vanessa, on arrive à comprendre l'énigme, à voir ce qui s'est passé et qu'elle puisse récupérer son enfant. Voilà, je remercie bien d'avoir terminé justement par Vanessa. Je signale encore qu'à la fin de la conférence, il y aura une déclaration qui sera rédigée et qui aura comme principal objet de demander une commission internationale indépendante d'enquête. Voilà, j'avais signalé qu'à 4 heures, on allait faire une petite pause parce que malheureusement, il y a une de nos invités qui ne pourra pas rester jusqu'à la fin avec nous. Vous avez juste 2 minutes. S'il y a une personne qui veut une question limitée strictement à ces interventions, puisqu'on n'aura pas la chance de les avoir après. S'il y a une question ou un mot concernant ces interventions, sinon, voilà. Sinon, notre conférencier. Enfin, c'est juste une préoccupation. Je suis très content de votre engagement. Bon, j'en parle moi-même en tant qu'écrivain. J'ai été en prison et puis pendant que j'étais en prison, je suis victime du cas des enfants. Donc pendant que j'étais en prison, ma fille a été tuée. Ma fille de 7 ans a été tuée. Donc voilà. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse garder cette collaboration qui est très très enrichissante et qu'au-delà, qu'on puisse établir une plateforme concrète de travail avec des personnes de bonne volonté comme Madame Marie-Arena. Donc c'est plutôt un souhait qu'une question. C'est-à-dire qu'on établisse une plateforme concrète de travail, que ce soit sur cette base qu'on puisse travailler pour faire avancer les choses de façon concrète. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Il y a un monsieur
Ouais, c'est vrai. C'est privilégié. Juste ici pour l'autre. Ouais, ouais. Mais en fait, moi, je n'ai pas suivi l'intervention de Mme Arena parce que je suis venu en retard, comme tout bon Camerounais, d'accord. Mais en fait, moi, la question que je voudrais poser à Mme Arena, c'est, après tous ces débats, est-ce qu'au niveau du Sénat, elle pourra réunir certains sénateurs pour faire une descente sur le terrain et voir effectivement comment se passe ce problème? Parce qu'il ne va pas falloir qu'on s'en tienne seulement aux médias, parce que les médias aussi parfois donnent des informations qui ne sont pas conformes. On a eu beaucoup d'explications à ce problème d'enfants volés au Cameroun, qui même les Camerounais à l'étranger encouragent ça. Donc pour ne pas être très long, ma question est celle de savoir si vous allez contacter vos collègues au Sénat pour descendre sur le terrain. Merci. Merci. Mais Allez-y, profitez-en. Voilà. Oui, je vais poser une question, je vais essayer d'être court. Durant tout le long du déroulement de l'affaire Vanessa, on a vu pratiquement tous ceux qui pouvaient se mobiliser, et au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur manœuvre, l'État camerounais était de plus en plus froid. Est-ce que nous, à l'intérieur, parce que des nouvelles qui nous viennent de l'intérieur du Cameroun, nous sommes impuissants face à l'État, et parce que après le cas de Vanessa, il y a eu d'autres cas. Est-ce que la communauté européenne a-t-elle, je ne sais pas, a-t-elle un mot à dire face à l'impuissance du peuple camerounais qui se plaint et qui crie et qui est maltraité et qui est délesté de ses moyens chaque jour face à cette question? Parce que ça fait, depuis le mois d'août 2011, on crie après, mais à chaque pas de la machine étatique, la répression a été tellement forte et elle continue d'être forte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, Marie-Arena. Oui. Par rapport à la première interpellation, l'objectif de la rencontre et du fait d'avoir invité le monde politique, mais aussi le monde associatif et la défense des droits de l'homme sur la scène belge et internationale, me semble le bon moyen, effectivement, d'établir une plateforme. D'ailleurs, je pense que la première chose, en tant que responsabilité politique au niveau du Sénat, que je dois faire après une rencontre telle que celle-ci, c'est interpeller le gouvernement, par exemple, en disant, mais dans vos relations diplomatiques avec le Cameroun, est-ce que vous pouvez aborder cette question et comment vous allez l'aborder, cette question? Je pense que c'est vraiment déjà le point de départ qu'on peut établir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important de dénoncer politiquement aussi un certain nombre de situations. Et donc c'est le point de départ qu'on peut établir, mais il me semble important qu'on puisse aller plus loin que cela et d'avoir peut-être au niveau de notre commission Relations extérieures au Sénat une discussion avec des auditions sur cette réalité-là, parce qu'il nous faut alimenter un débat tel que celui-là. J'ai cité tout à l'heure une étude qui a été faite à Yaoundé. Je pense qu'il faut alimenter cela en invitant les représentants des droits de l'homme qui ont certainement du travail qui a été fait à ce sujet et en venant exposer, en invitant des représentants du pays à venir exposer un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites à ce sujet-là et qui nous permettra d'aller plus loin. On parle de l'Europe tout à l'heure. On a par exemple, avec le Parlement européen, fait il y a un an, je pense, Carole, une grande audition sur la question des enfants sorciers en Afrique et la manière dont les choses pouvaient effectivement être appréhendées, gérées, protégées au niveau de ces enfants. Donc il est aussi important et possible de dénoncer au niveau européen, et je pense que vous avez raison. La Belgique toute seule, finalement, on n'est pas un si grand pays en Belgique, on est un grand pays mais pas si grand, et donc il est important qu'on puisse sensibiliser le niveau européen à cette cause, et donc on relaiera bien entendu la question au niveau européen. Mais comme vous l'avez dit et Alexis l'a dit tout à l'heure, il est aussi important de faire un travail là-bas, sur l'état de droit, sur la justice, donc, nous serons à côté de vous, mais il est important qu'une
une amélioration de l'état de droit puisse se faire là-bas aussi. Parce que ce n'est que comme ça que, in fine, les choses pourront être jugées dans le pays. Parce que nous ne voulons pas non plus rentrer dans des systèmes d'ingérence où finalement les choses seraient gérées de l'extérieur et aucune amélioration ne pourrait être faite de l'intérieur. Or, les démocraties sont les démocraties de l'intérieur aussi, et c'est de là que les choses doivent aussi se passer. Donc nous serons bien entendu à vos côtés pour dénoncer, pour attaquer, pour demander, mais il est aussi important que de l'intérieur un certain nombre de choses se passent, et c'est ensemble qu'on doit pouvoir y arriver. Et moi, c'est vraiment une manière de fonctionner. Je m'appuie beaucoup sur le travail de la société civile, qui vraiment, je trouve que le politique sans la société civile ne peut pas faire grand-chose, et souvent la société civile nous dit, la société civile sans le relais politique, ben finalement, et donc on est vraiment deux partenaires qui me semblent très 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 importants dans des causes telles que celle-là. Donc c'est un peu comme ça que nous envisageons de travailler, et ce n'est que le début. Et donc je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas une conférence qui s'arrête et puis une autre qui commencera. Ce n'est que le début de quelque chose sur lequel nous allons bien entendu travailler de manière beaucoup plus approfondie. Merci. Il y avait une question aussi par rapport à la demande. Alors, oui, la rencontre sur place, vous savez, elle ne doit pas forcément être formalisée, formelle. Moi, je vous donne un exemple. On est en train de travailler avec la société civile belge et congolaise sur la problématique de l'exploitation des minerais. Eh ben, on ne va pas faire une descente formalisée. Le Parlement belge descend, on va y aller avec la société civile et on va faire une mission au mois de novembre sur nos deniers et on va aller voir sur place. À la limite, c'est encore mieux parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, où on veut, comme on veut, sans le pouvoir qui nous dit là vous pouvez aller ou là vous ne pouvez pas aller. Et donc je trouve que quand on est dans une cause, on doit aussi se donner la liberté d'aller là où on a envie. Il faut qu'on y aille bien entendu avec des gens avertis, parce que sinon on se laisse un petit peu manipuler dans qui on rencontre, comment on rencontre. Et donc là aussi, c'est pour ça que je disais avec la société civile c'est important. Je donne l'exemple de cette mission sur l'exploitation des minerais et sur toutes les difficultés rencontrées. Eh ben, on va le faire tout seul. Moi, j'irai avec la société civile, avec d'autres parlementaires. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale.